À la fin du XIXe siècle, les États-Unis connaissaient l'une des périodes les plus fastueuses de leur histoire, l'âge d'or. La richesse atteignit alors des sommets inégalés et les demeures de l'élite industrielle, bâties grâce aux fortunes amassées dans l'acier, les chemins de fer et le pétrole, ornaient les principales avenues de New York et d'autres villes. C'était une ère d'ostentation et de démesure, où les familles les plus puissantes du pays affichaient leur puissance économique par des demeures monumentales, des fêtes somptueuses et un luxe sans pareil. Cependant, sous cette prospérité apparente se cachait une réalité bien plus complexe, une société marquée par des inégalités criantes, l'exploitation du travail et une pression sociale croissante. Ce qui semblait être un système économique indestructible commença à montrer ses faiblesses au début du XXe siècle. Les mouvements ouvriers, la montée des consciences sociales, les réformes progressistes et les tensions internes qui couvaient dans les usines et dans les rues commencèrent à transformer le visage d'une nation bâtie sur la division entre riches et pauvres. Ainsi, l'âge d'or prit fin, non pas avec un événement isolé, mais avec une conjonction de forces qui mit un terme à une ère d'excès. Le 7 mars 1927, au cœur vibrant de New York, une scène inattendue se déroulait sous les yeux stupéfaits des passants et des habitants. Le majestueux palais de Cornelius Vanderbilt II, la plus grande des demeures privées de Manhattan, commençait à se délabrer. Situé entre la 57e et la 58e rue sur la 5e avenue, cet hôtel particulier de 130 pièces incarnait la splendeur d'un âge d'or, le summum de l'opulence où la famille Vanderbilt, l'une des plus puissantes d'Amérique, avait consolidé son empire ferroviaire. Sa construction, commencée en 1882, avait coûté plus de 3 millions de dollars à l'époque, une somme astronomique qui équivaudrait aujourd'hui à plus de 90 millions de dollars et témoignait d'une richesse sans bornes. Conçu par l'architecte George Brown Post, l'édifice était un chef-d'œuvre de la Renaissance française, avec ses murs en pierre calcaire sculptée, ses plafonds vertigineux et ses sculptures raffinées à chaque recoin. L'entrée principale était encadrée de colonnes majestueuses et, une fois à l'intérieur, les visiteurs étaient accueillis par un hall d'entrée sur 3 étages, lambrissé de chênes sculptés et orné de vitraux s'élevant jusqu'au plafond. Les salles de réception, décorées de marbre, de bois exotiques et d'or, reflétait la puissance d'une famille qui, grâce à son empire ferroviaire, avait contribué à bâtir les artères du pays. Ce manoir n'était pas une simple demeure, il était l'expression même du pouvoir et de la richesse, un symbole du rêve américain incarné par ceux qui, par leur perspicacité et leur ambition, avaient amassé des fortunes colossales. Mais au moment de son effondrement, le manoir n'était plus qu'un vestige d'une époque révolue. Le monde qui avait donné naissance à ces palais opulents était en train de disparaître. La Première Guerre mondiale, les réformes progressistes et les bouleversements socio-économiques commencèrent à ébranler les fondements du système qui avait permis aux Vanderbilt et à leurs contemporains d'accumuler leurs fortunes. La crise financière d'après-guerre et la flambée des impôts fonciers placèrent les familles les plus puissantes, qui avaient jadis dominé la vie sociale et économique américaine, face à un dilemme: conserver leurs propriétés et leur train de vie au prix de la ruine ou se soumettre à la nouvelle réalité. Pour les descendants de Cornelius Vanderbilt II, la décision ne fut pas facile. Le patriarche, Cornelius II, était décédé en 1899 à l'âge de 55 ans, apparemment épuisé par la gestion du vaste empire ferroviaire familial. Sa veuve, Alice Vanderbilt, continua de vivre dans le manoir jusqu'en 1926. Mais la vie qui s'était autrefois déroulée au rythme des dîners d'État, des bals masqués et des réceptions mondaines commençait à se déliter. La famille Vanderbilt n'était plus la seule famille puissante de New York et le coût d'entretien du manoir, aggravé par des impôts exorbitants et des dépenses quotidiennes, était devenu insoutenable. Le manoir, qui avait été un bastion de richesse et de pouvoir, représentait désormais un fardeau financier. Avec une masse salariale de 30 à 50 domestiques, il ne pouvait plus être considéré comme une résidence familiale. Aucun des héritiers ne souhaitait supporter le poids des dettes colossales qu'il engendrait, et encore moins le travail nécessaire à son entretien. En 1926, la famille Vanderbilt se résolut à mettre le manoir en vente au prix de 7 millions de dollars pour l'ensemble du terrain et des bâtiments. Cependant, les acheteurs potentiels ne correspondaient pas à leurs attentes. Le marché des demeures privées avait évolué
et ce qui avait jadis été un bien convoité pour son exclusivité et son luxe était désormais perçu comme un obstacle pour les acquéreurs. Les géants du commerce et de l'industrie, tels que les grands magasins et les chaînes de distribution, considéraient le terrain comme un bien immobilier de grande valeur et non comme une résidence pour l'élite. Ainsi, le manoir Vanderbilt, autrefois symbole de pouvoir, devint un fardeau dont il fallait se débarrasser. Lorsque le mastodonte de pierre commença à être démantelé, la nouvelle se répandit rapidement dans toute la ville. Tandis que les grues et les ouvriers s'attelaient à démolir les murs de calcaire, l'édifice, jadis synonyme de luxe et de prestige, fut réduit en ruine. Au fil des semaines, les photographies de la démolition devinrent la chronique visuelle de la fin d'une époque. Les New-Yorkais observèrent la scène avec des sentiments partagés. Certains déploraient la disparition d'un symbole de la ville, tandis que d'autres voyaient dans cette démolition un pas vers l'avenir. L'édifice, construit à une époque où les riches ne connaissaient aucune limite, s'effondrait, métaphore de l'effondrement d'un système économique fondé sur les inégalités. La famille Vanderbilt n'a jamais pleinement mesuré l'impact de son manoir sur l'histoire. Pour elle, la disparition du palais symbolisait la fin d'un rêve, le crépuscule d'une dynastie qui avait atteint son apogée durant l'âge d'or américain. Mais la destruction du manoir symbolisait aussi quelque chose de plus vaste. La fin d'une époque où les riches étaient intouchables et l'avènement d'une ère nouvelle où le pouvoir de la classe ouvrière et les réformes sociales allaient commencer à redessiner le cours de l'histoire. Le terrain qui abritait autrefois le palais Vanderbilt fut acquis par le grand magasin de luxe Bergdorf Goodman qui le transforma en un nouveau centre commercial. Le manoir, avec sa façade ornée et sa splendeur décadente, laissa place à la modernité et à la fonctionnalité d'un bâtiment art déco. Cette transformation marqua non seulement la fin du manoir, mais aussi celle d'une époque. L'âge d'or américain, avec son ostentation et ses excès, touchait à sa fin. À sa place, une nouvelle Amérique commençait à se dessiner, une Amérique qui, tout en restant dominée par les riches, ne pouvait plus ignorer les revendications croissantes de justice sociale, d'égalité et de réforme. La chute du manoir de Cornelius Vanderbilt II ne se résumait pas à la destruction d'une maison. C'était la destruction d'un symbole. Le symbole d'une époque qui s'est effondrée sous son propre poids, une époque où le rêve américain reposait sur l'exploitation, l'inégalité et un luxe débridé. Le palais qui incarnait jadis la puissance et la grandeur de la famille Vanderbilt gît désormais dans l'oubli, témoin d'un passé révolu. Et avec sa disparition, c'est tout un monde qui s'est évanoui. Celui de l'âge d'or, qui ne pouvait plus se maintenir dans un pays qui commençait à remettre en question les fondements mêmes sur lesquels il avait été bâti. À la fin des années 1860, les États-Unis se trouvaient à un tournant de leur développement. La guerre de sécession, bien que profondément marquée par les blessures du pays, offrait l'opportunité de se reconstruire et de s'orienter vers un avenir de modernisation et d'expansion. L'économie était florissante et les anciennes structures de production et de transport commençaient à se transformer en gigantesques systèmes industriels qui allaient bouleverser à jamais le paysage national. Dans ce contexte, les titans de l'industrie émergèrent, des hommes dont l'ambition, la vision et la maîtrise des ressources les propulsèrent au sommet de la société américaine. Connus comme les rois des chemins de fer et de l'acier, leur influence fut si profonde qu'ils façonnèrent les fondements de l'économie moderne. Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller et d'autres magnats de l'époque ont commencé à consolider leur pouvoir en construisant de vastes réseaux ferroviaires et des aciéries, indispensables au progrès du pays. Plutôt que de créer une seule entreprise prospère, ces hommes ont non seulement contrôlé des secteurs clés de l'économie, mais les ont aussi transformés pour maximiser leurs profits et leur influence. Ils ont acquis un statut quasi mythique, avec des fortunes qu'ils croyaient invincibles, façonnant la société à leur image. Cornelius Vanderbilt, surnommé le Commodore, fut l'un des premiers à bâtir un empire. Son histoire commença dans le transport maritime à vapeur, mais ses ambitions étaient bien plus grandes, le chemin de fer. Dans les années 1860, avec l'expansion du réseau ferroviaire à travers le pays, Vanderbilt racheta des lignes existantes pour former un réseau reliant tout le nord-est et l'ouest. Le contrôle qu'il exerça sur les lignes de chemin de fer à New York et dans d'autres villes clés lui permit d'amasser l'une des plus grandes fortunes de l'époque. À la fin de sa vie,
Vanderbilt avait accompli ce que beaucoup jugeaient impossible, un contrôle quasi total de l'industrie ferroviaire, moteur des transports et de l'économie nationale. Parallèlement, Andrew Carnegie, un immigrant écossais qui avait débuté comme ouvrier, s'imposa comme l'un des magnats les plus puissants de l'industrie sidérurgique. Carnegie comprit très tôt l'importance de l'intégration verticale, un concept révolutionnaire qui lui permit de contrôler non seulement la production d'acier, mais aussi les mines de minerais de fer, les aciéries, les chemins de fer assurant le transport de ses produits, et même les navires acheminant sa production vers les marchés internationaux. Grâce à sa société, Carnegie Steel, il parvint à produire de l'acier à une vitesse et avec une efficacité sans précédent. Son système de production de masse et sa capacité à réduire drastiquement les coûts firent de son acier le moins cher et le plus compétitif du marché. Dans les années 1890, Carnegie Steel dominait le marché, produisant plus d'acier que l'ensemble du Royaume-Uni. À mesure que sa fortune grandissait, son influence s'accroissait également, faisant de lui un symbole de l'âge d'or des magnats. L'industrie sidérurgique de Carnegie a joué un rôle crucial dans la construction des infrastructures américaines, notamment dans l'expansion du réseau ferroviaire. Les rails d'acier sont devenus les artères reliant le pays, et des villes industrielles se sont développées autour de ces usines. L'acier a non seulement transformé l'économie, mais aussi le paysage physique et social de la nation. Carnegie n'était cependant pas qu'un homme d'affaires, il se considérait également comme un philanthrope. À mesure qu'il accumulait une fortune, il a commencé à faire d'importants dons aux universités, aux bibliothèques et aux hôpitaux, cherchant ainsi à racheter l'héritage de son propre enrichissement, réalisé en grande partie au détriment des travailleurs. À la même époque, John D. Rockefeller dominait l'industrie pétrolière. Bien que son approche différât de celle de Vanderbilt et de Carnegie, son influence sur l'économie fut tout aussi considérable. Rockefeller fonda la Standard Oil Company en 1870, une entreprise qui devint rapidement le plus grand raffineur de pétrole des États-Unis. Recourant à des tactiques monopolistiques, comme des accords secrets avec les compagnies ferroviaires pour obtenir des tarifs préférentiels et le rachat ou l'absorption de ses concurrents, Rockefeller parvint à contrôler près de 90% de la production pétrolière du pays. Son entreprise devint la plus puissante du secteur, capable de fixer les prix et de manipuler le marché à son avantage. À l'instar de Carnegie, Rockefeller amassa une fortune colossale, mais contrairement à lui, il était connu pour sa stratégie de consolidation agressive, éliminant toute concurrence potentielle. Grâce à ces immenses entreprises, ces trois hommes ont atteint une concentration de pouvoir économique sans précédent. Mais ils n'étaient pas de simples hommes d'affaires prospères. Ils étaient aussi des figures centrales d'une nouvelle classe sociale, une élite qui a façonné et contrôlé la politique, l'économie et la culture de l'époque. Dans une nation fondée sur l'idéal d'égalité, ces hommes ont bâti des empires dont seule une poignée de privilégiés pouvait rêver. Tandis que la majorité des travailleurs vivaient dans une misère abjecte, les magnats de l'industrie et leurs familles menaient une vie de luxe inaccessible à la plupart. L'expansion des réseaux ferroviaires et de la production d'acier a non seulement profité aux plus riches, mais a aussi transformé la vie de millions de travailleurs. Les chemins de fer ont révolutionné la mobilité, reliant les villes et facilitant le commerce et la conquête de l'Ouest. Les aciéries, quant à elles, ont alimenté la croissance urbaine et créé des milliers d'emplois, même si les conditions de travail étaient déplorables. Les ouvriers des usines Carnegie, par exemple, travaillaient 12 heures par jour, subissaient de bas salaires et travaillaient dans des conditions dangereuses. Pourtant, ces difficultés sont passées largement inaperçues aux yeux des riches, qui considéraient les travailleurs comme un rouage nécessaire de leur système et non comme des êtres humains méritant respect et meilleures conditions de travail. Au début du XXe siècle, la domination de ces magnats sur leurs industries respectives demeura inébranlable, mais les tensions sociales commencèrent à s'exacerber. L'accroissement des inégalités de richesse, les abus envers les travailleurs et l'absence de réglementation jetèrent les bases de ce qui allait devenir le mouvement anti-monopole, le mouvement progressiste et la prise de conscience des droits des travailleurs. Pendant ce temps, ces rois du chemin de fer et de l'acier continuaient d'amasser des fortunes, propulsant une nation vers un avenir qui s'annonçait radieux pour eux, mais sombre pour beaucoup d'autres. À l'approche de la fin du XIXe siècle, l'ordre social new-yorkais traditionnel
commença à montrer des signes de fragilité. L'ascension des magnats de l'industrie, les barons voleurs et leurs fortunes amassées rapidement et, dans bien des cas, de manière douteuse, mirent à l'épreuve les hiérarchies établies de la haute société. Bien que des hommes comme les Vanderbilt, les Carnegie et les Rockefeller possédaient une richesse sans pareille, leur argent, aussi colossal fût-il, ne leur ouvrait pas toujours les portes de l'ancienne élite new-yorkaise. Malgré l'abondance de leur fortune, l'argent seul ne suffisait pas à accéder au cercle très fermé qui s'était constitué au sein de la haute société new-yorkaise. Là, la lignée, les relations et les liens sociaux étaient déterminants. C'est dans ce contexte qu'émergea une figure cruciale, une femme qui non seulement définissait l'accès à ce monde clos, mais le structurait, le façonnait et le faisait fonctionner selon ses propres règles. Cette femme, c'était Caroline Schermerhorn Astor, plus connue sous le nom de Madame Astor, la véritable reine de la société new-yorkaise durant l'âge d'or. Caroline Astor n'était pas née dans l'opulence des grandes familles comme les Vanderbilt, mais sa famille possédait une fortune ancienne issue du commerce et de l'immobilier à Manhattan. Cependant, la richesse seule ne suffisait pas pour accéder aux plus hautes sphères de la société. Tout au long de sa vie, Caroline Astor sut allier la grandeur de l'ancienne aristocratie new-yorkaise à sa fortune nouvellement acquise, créant ainsi une hiérarchie sociale qui maintenait l'ordre au sein des classes privilégiées. Plus qu'une simple hôtesse lors des réceptions, Caroline Astor devint l'arbitre des mœurs dans les cercles les plus exclusifs de la ville. Contrairement aux fortunes colossales des nouveaux riches, qui suscitaient un mélange d'admiration et de méfiance, la famille Astor avait cultivé son statut social avec subtilité sur plusieurs générations. Caroline Astor, en épousant William Backhouse Astor Jr., membre d'une des plus anciennes familles de la ville, consolida sa position au sein de l'élite new-yorkaise. Cependant, son pouvoir ne tenait pas seulement à son ascendance, mais aussi à sa capacité à comprendre et à manipuler les dynamiques sociales complexes de la ville. Tandis que les Vanderbilt et d'autres jeunes entrepreneurs cherchaient à intégrer la haute société, Madame Astor leur enfermait les portes, à la seule exception de ceux qui pouvaient prouver leur valeur selon ses critères rigoureux. Madame Astor devint la créatrice et la gardienne d'un monde social régi par des règles non écrites mais très respectées. En 1888, elle formalisa son concept de « Société des 400 », un cercle restreint de 400 personnes représentant le sommet de la hiérarchie sociale new-yorkaise. Le nombre 400 n'était pas un calcul précis, mais un symbole d'exclusivité. Seules 400 personnes pouvaient accéder à ce cercle, et grâce à son influence, Caroline décidait qui en faisait partie et qui en était exclu. Par ses réceptions, son rôle de chef de file au sein de la société et sa vigilance constante, elle contrôlait les dynamiques sociales de New York. Le processus d'admission était subjectif et dépendait de l'approbation de Madame Astor. Les personnes acceptées pouvaient accéder à un monde de fêtes somptueuses, de bals fastueux et de dîners où il ne s'agissait pas simplement de divertissement, c'était une démonstration de pouvoir et de statut social. Ceux qui ne répondaient pas aux critères de Caroline étaient exclus, quelle que soit leur fortune. Les Vanderbilt, par exemple, avaient lutté pendant des années pour être acceptés. Bien que la famille possédât une fortune incommensurable, leurs origines dans le commerce maritime étaient considérées comme vulgaires par les vieilles familles new-yorkaises. Ce n'est qu'après le somptueux bal masqué organisé par Alva Vanderbilt, l'épouse de William K. Vanderbilt, en 1883, que Caroline ne put plus les ignorer. Ce bal, dont la facture dépassait les 200 000 $, fut un coup de maître qui propulsa les Vanderbilt au cœur de la haute société. La soirée, bien que ridiculisée au départ pour son extravagance, atteignit finalement son objectif. Les Vanderbilt furent admis dans l'élite sociale. Pour Caroline Astor, ce n'était pas la richesse qui importait, mais le caractère respectable et convenable de la présence d'une personne. L'argent pouvait certes ouvrir certaines portes, mais pour intégrer son cercle, il fallait faire preuve de connaissance et de sensibilité, qualité synonyme de bon goût, d'éducation et de culture. Hommes et femmes devaient se conformer à ces critères de perfection. Les familles qu'elle acceptait n'étaient pas seulement fortunées, mais partageaient également un code de conduite où les apparences étaient aussi importantes que les convenances. Femmes et hommes étaient tenus de vivre et d'agir selon les normes sociales établies par Caroline. Pour comprendre l'influence de Madame Astor, il est essentiel de saisir que ces réceptions n'étaient pas de simples événements mondains.
C'étaient des moments privilégiés pour nouer des alliances politiques et financières. Les relations créées lors de ces fêtes, réceptions et bals d'hiver définissaient non seulement le statut social, mais influençaient également le commerce, les investissements et les décisions politiques qui avaient un impact sur la ville et le pays. Pendant ce temps, en dehors des cercles de la haute société, New York connaissait des transformations rapides. La classe ouvrière vivait dans des conditions déplorables, tandis que les magnats de l'industrie continuaient d'amasser des fortunes, indifférents aux protestations grandissantes. Malgré la magnificence et les richesses de la classe supérieure, une large partie de la population se sentait marginalisée et cette disparité sociale allait bientôt exploser. La structure créée par Caroline Astor commença à être perçue comme un symbole de l'inégalité qui gangrenait le pays tout entier. Quant à elle, ses actions et son emprise sur l'élite sociale restèrent cruciales pour consolider un système qui, tout en éblouissant certains, en reléguait d'autres dans l'oubli. Madame Astor conserva son poste d'autorité jusqu'à sa mort en 1907. Bien que son influence ait commencé à décliner après son décès, son héritage perdura. La Société des 400 et ses méthodes de gestion de la haute société new-yorkaise continuèrent de façonner les normes sociales de la ville pendant de nombreuses décennies. Par sa figure, Caroline Astor non seulement ouvrit les portes de la haute société, mais définit également ce que signifiait appartenir à ce monde si exclusif. Un monde fondé non seulement sur la richesse, mais aussi sur le pouvoir intangible de l'approbation sociale. À la fin du XIXe siècle, New York connaissait une transformation sans précédent. La modernisation de la ville et l'essor économique qui accompagna la révolution industrielle engendrèrent une métamorphose spectaculaire. Au cœur de cette transformation se trouvait la 5e avenue, l'une des rues les plus emblématiques de la ville, qui passa d'un quartier résidentiel paisible à l'épicentre du luxe et de l'ostentation, surnommée la Côte d'Or américaine. Mais au-delà de sa beauté éblouissante, la 5e avenue devint le symbole des profondes inégalités qui caractérisaient l'ère de l'industrialisation où la vie des riches et celle des pauvres étaient séparées non seulement par des kilomètres, mais par des mondes entiers. La transformation de la 5e avenue commença en 1870, lorsque l'élite new-yorkaise entreprit la construction de somptueuses demeures le long de cette avenue. L'emplacement de ces hôtels particuliers était crucial, à proximité des parcs, des théâtres, des clubs privés et des institutions culturelles qui caractérisaient la vie de la haute société, il se trouvait à un tournant décisif. Ce fut le début d'une concurrence féroce entre les familles les plus fortunées, qui voyaient dans la construction de leurs maisons l'occasion d'affirmer leur statut et, simultanément, de pousser leurs voisins à bâtir des édifices encore plus grandioses. L'avenue, réputée avant 1870 pour sa tranquillité et la présence de quelques demeures de campagne appartenant à la haute société, devint rapidement la rue la plus prisée de New York, abritant les familles les plus riches et les plus influentes du pays. De la construction de somptueuses demeures comme celle de William Henry Vanderbilt, fils du Commodore, aux immenses résidences de famille telles que les Astor et les Carnegie, la 5e avenue devint le fief de l'aristocratie américaine. Des hôtels particuliers en calcaire et en marbre, inspirés des styles architecturaux européens, s'élevèrent les uns après les autres, rivalisant d'extravagance, de taille et, surtout, d'ostentation de richesse. La transformation fut si profonde qu'à la fin des années 1880, le quartier situé entre la 50e et la 90e rue sur la 5e avenue était constellé de demeures aux proportions colossales. La Côte d'Or désignait non seulement la fortune accumulée par les propriétaires de ces propriétés, mais aussi l'image de luxe, d'exclusivité et de pouvoir qu'elle projetait. Chaque hôtel particulier était un chef-d'œuvre architectural, conçu non seulement pour être une demeure, mais aussi un symbole de pouvoir et de culture raffinée. L'architecture de l'époque reflétait la profonde admiration que ces nouveaux riches éprouvaient pour l'aristocratie européenne, mais aussi leur désir d'être reconnus comme leurs égaux. Ces palais rivalisaient non seulement par leur taille, mais aussi par le prestige qu'ils conféraient à leurs occupants. Parallèlement, la construction de cette Côte d'Or engendrait une véritable révolution dans le paysage urbain new-yorkais. La ville commençait à s'affirmer comme un symbole de modernité, de richesse et de culture.
Les manias du chemin de fer, de l'acier et du pétrole n'ont pas seulement alimenté la croissance des gratte-ciel qui commençaient à surgir à Wall Street, mais ils ont également été à l'origine d'importants progrès en matière d'infrastructure, du métro au pont reliant Manhattan à Brooklyn et aux autres arrondissements. Les investissements dans la ville se multipliaient et New York s'apprêtait à devenir la capitale financière et culturelle du monde. Cependant, tandis que les riches construisaient leurs demeures le long de la 5e avenue, les classes populaires ne profitaient pas de cette prospérité. À quelques rues de là, des milliers d'immigrants arrivaient au port de New York cherchant du travail dans des usines insalubres et vivant dans des conditions déplorables dans les taudis sombres et surpeuplés du Lower East Side. L'inégalité sociale était visible non seulement dans le fossé entre la Côte d'Or et les quartiers les plus pauvres de la ville, mais aussi dans les conditions de vie des ouvriers qui assuraient la prospérité des riches. La construction de ces hôtels particuliers, qui s'élevaient les uns après les autres, eut également des conséquences sur le quartier. Les quartiers paisibles d'antan furent rapidement remplacés par de somptueuses demeures de marbre et de calcaire, mais ce nouveau visage du quartier n'était pas seulement physique, il était aussi symbolique. La haute société avait commencé à marquer son territoire. Dans les grandes maisons de la 5e avenue, régnait une sorte d'isolement du monde extérieur. Les fêtes, les bals et les banquets de la haute société new-yorkaise se tenaient dans ces palais, tandis qu'à l'extérieur, la ville était en proie à l'injustice sociale et aux conflits sociaux. D'une certaine manière, les hôtels particuliers de la 5e avenue devinrent des châteaux isolés, où le luxe et la richesse étaient au centre d'un univers qui refusait de reconnaître les tensions sociales croissantes au-delà de mes murs. Malgré cette séparation, la 5e avenue se distinguait non seulement par les demeures de l'élite, mais aussi par son rôle prépondérant dans la vie publique. On y trouvait certains des lieux culturels les plus importants de New York, tels que des musées, des théâtres et des universités. La richesse s'exprimait non seulement par l'acquisition de biens immobiliers, mais aussi par le financement des arts et de la culture. Les familles les plus fortunées finançaient des œuvres d'art, des expositions et des projets qui ont contribué à asseoir la réputation de la ville comme centre culturel majeur. Mais le prestige de la Côte d'Or commença à s'estomper au fil des ans. Face à la montée des revendications ouvrières, le mouvement syndical s'intensifia et le système économique fondé sur l'exploitation des travailleurs révéla sa véritable nature. Les inégalités entre les classes sociales, qui s'étaient manifestées par la course à la construction des demeures les plus somptueuses, devinrent un terreau fertile pour les troubles sociaux. La 5e avenue, jadis épicentre du luxe et du pouvoir, fut également la cible de critiques publiques concernant les excès des plus fortunés, un problème qui s'accentua au tournant du XXe siècle. La transformation de la 5e avenue en Côte d'Or témoigne d'une époque qui, tout en étant ostentatoire, a semé les germes de nombreux changements sociaux et économiques qui allaient façonner l'avenir des États-Unis. Tandis que les demeures s'élevaient vers le ciel, les tensions entre les différentes classes sociales commencèrent à éroder les fondements de ce monde en apparence intouchable. Avec l'émergence de la Côte d'Or new-yorkaise, les hôtels particuliers de la 5e avenue témoignaient non seulement de la richesse et du pouvoir, mais aussi d'un mode de vie profondément ancré dans la tradition et le désir de l'élite d'afficher son statut. La vie sociale de cette époque ne se limitait pas à l'accumulation de richesses, mais s'articulait également autour de leur étalage, et rien ne symbolisait mieux ce goût pour l'ostentation que les bals élégants et fastueux donnés dans les salles dorées de ces demeures de prestige. Ces événements n'étaient pas de simples célébrations, mais des rituels qui réaffirmaient l'ordre social et tissaient les réseaux de pouvoir qui caractérisaient la haute société de l'âge d'or. Les bals de la haute société new-yorkaise étaient aussi fastueux qu'exclusifs. Seules quelques familles pouvaient se permettre d'organiser des événements d'une telle ampleur, et y assister était un privilège aussi convoité que difficile à obtenir. Le niveau de détail et de préparation requis pour organiser un bal était sans égal. L'hôtesse, généralement la matriarche de la famille, supervisait chaque aspect, du choix des invités à la décoration des salles de bal. Une fois les invités annoncés, le spectacle pouvait commencer. Imaginez un instant ce que cela aurait été d'assister à l'un de ces bals somptueux. Les escaliers de marbre scintillèrent sous la lumière de centaines de lustres et les salles de bal étaient ornées de milliers de fleurs fraîches importées d'Europe. Les traiteurs proposaient des banquets d'une valeur inestimable, poissons exotiques,
viande fine, caviar, champagne, le tout servi avec un raffinement que seules les plus hautes sphères pouvaient s'offrir. L'organisation d'un événement de cette envergure exigeait des semaines de préparation, et la facture dépassait souvent les 100 000 $ de l'époque, soit l'équivalent de millions aujourd'hui. Les vêtements étaient tout aussi essentiels. Les femmes portaient des robes luxueuses, créées par les plus grands couturiers européens, confectionnées dans des tissus importés de France, d'Italie et d'autres régions du continent. Ces robes, brodées de fins fils d'or et ornées de pierres précieuses, pouvaient coûter aussi cher qu'une maison dans les quartiers les plus pauvres. Les hommes, quant à eux, suivaient un protocole strict. Queue de pie noire, nœud papillon blanc, gants de lin et chaussures vernies. Cet uniforme social permettait non seulement d'assurer une certaine homogénéité, mais aussi de garantir que personne ne se fasse remarquer plus que de raison. Chaque élément de la tenue était conçu pour témoigner de bon goût et de discrétion, sans toutefois s'écarter des normes établies. Dès les premières notes de musique, l'atmosphère s'emplit d'une énergie vibrante, mais aussi d'une discipline sociale rigoureuse. La musique, un mélange de valses, de mazurka et des dernières tendances européennes, provenait d'un orchestre stratégiquement placé sur un balcon, hors de vue mais toujours audible. Les premiers à danser furent les couples mariés de haut rang suivis des jeunes gens à marier qui défilaient dans la salle de bal. Chaque danse était l'occasion non seulement de se divertir mais aussi d'observer, de nouer des alliances et surtout de marquer les esprits. Il était courant que les mères observent attentivement leurs filles lorsqu'elles dansaient, évaluant l'attention qu'elles suscitaient chez les jeunes hommes. Chaque mouvement, chaque regard, faisait partie d'une chorégraphie invisible qui régissait les interactions sociales. Danser avec la mauvaise personne pouvait entraîner l'exclusion sociale, tandis que l'attention d'hommes influents signifiait des perspectives de mariage ou l'admission dans les cercles les plus exclusifs. Les règles étaient claires. Les femmes ne devaient pas danser trop longtemps avec un même homme afin d'éviter de donner l'impression d'un intérêt excessif. De même, elles devaient être vues, mais pas trop observées. Chaque étape de la danse sociale devait être soigneusement calculée, du choix du partenaire aux conversations tenues entre les pas. Mais au-delà du spectacle visuel et de la mise en scène sociale, ces bals servaient aussi d'instruments de pouvoir. Il ne s'agissait pas seulement de tisser des liens personnels, mais aussi de renforcer l'emprise de l'élite sur le reste de la société. En participant à ces événements, les familles confirmaient non seulement leur position au sein des hautes sphères de la société, mais s'assuraient également que leur statut social demeure inébranlable. À une époque marquée par de profondes inégalités sociales, ces fêtes incarnaient un système qui maintenait une poignée de privilégiés au sommet et reléguait l'immense majorité dans l'ombre de l'opulence. Le monde des affaires avait toujours les yeux rivés sur les invités, et surtout sur ceux qui n'étaient pas conviés. Être exclu de ces événements signifiait être mis à l'écart des jeux de pouvoir et du prestige qui définissaient la vie publique. Les bals, bien qu'officiellement présentés comme des occasions de divertissement et de plaisir, étaient en réalité le théâtre d'une lutte constante pour la reconnaissance, pour une place au sommet de la hiérarchie sociale. Dès que la musique s'est tue et que les lumières commencent à s'éteindre, l'éclat des costumes, des bijoux et des parures s'estompe, mais l'impression laissée par les échanges et les alliances forgées en ces instants perdure longtemps après la fin de la nuit. La structure sociale n'est pas seulement maintenue vivante lors de ces bals, elle est renforcée à chaque pas, chaque regard, chaque sourire calculé. Les liens tissés dans ces salles déterminent l'avenir économique et social de ceux qui les créent. Ainsi, l'âge d'or, à travers ces bals fastueux, incarnait non seulement l'opulence de l'élite, mais aussi les tensions sociales sous-jacentes qui allaient finalement mener à l'effondrement d'un système fondé sur l'héritage et l'exclusivité. Et bien que les bals et les fêtes se soient poursuivis pendant de nombreuses années, le faste de la Côte d'Or new-yorkaise commença à s'estomper, tandis qu'à l'extérieur de ses murs, la lutte pour l'égalité prenait de l'ampleur. Dans la splendeur de l'âge d'or, tandis que les hôtels particuliers de la 5e avenue se dressaient comme des monuments à l'opulence et au statut social, une toute autre réalité se déroulait à l'abri des regards. En bas, loin des fêtes élégantes et des salles de bal illuminées de lustres, s'affairait une armée de domestiques qui veillaient au bon fonctionnement de ce système luxueux et fastueux. Ces hommes et ces femmes travaillaient sans relâche, à l'abri des regards, pour que les paillettes de la haute société ne s'estompent jamais. Pourtant, tandis que les aristocrates menaient une vie de confort et de faste,
Les domestiques vivaient une existence marquée par de longues heures de travail, des salaires de misère et un fossé brutal entre leur vie et celle de leurs employeurs. L'armée de domestiques de ces grandes demeures pouvait être aussi nombreuse qu'un petit régiment. Selon la taille de la maison, entre 30 et 50 personnes étaient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement quotidien de la résidence. La hiérarchie au sein de ce personnel était aussi rigide que celle qui régnait à l'étage, du côté visible de la société. À sa tête se trouvait le majordome, figure d'autorité dont la fonction consistait non seulement à superviser le service lors des dîners et des réceptions, mais aussi à gérer le fonctionnement de toute la maison. Le majordome n'était pas un simple domestique, mais le chef du personnel, l'homme clé qui veillait à ce que tout se déroule à la perfection, qu'il s'agisse d'un événement mondain ou des tâches quotidiennes. Sous l'autorité du majordome se trouvait la gouvernante, qui supervisait le personnel féminin. Sa responsabilité était de veiller à ce que les chambres soient toujours impeccables, le linge de maison prêt, et que les dames de la maison reçoivent le service nécessaire. La gouvernante était une figure respectée au sein du personnel, gérant le travail de dizaines de femmes de chambre qui maintenaient l'ordre dans les espaces privés de la maison. Ces dernières étaient chargées des tâches ménagères, nettoyage, lessive, repassage, et, dans certains cas, même d'aider à habiller les dames qui possédaient un grand nombre de tailleurs, de robes et d'accessoires nécessitant un entretien méticuleux. Du côté masculin de la maison, les majordomes adjoints, les domestiques et les valets de pied étaient chargés du nettoyage et de l'entretien des espaces communs. Dans les demeures de l'âge d'or, ces domestiques n'étaient pas seulement responsables des tâches quotidiennes, mais aussi de veiller à ce que tout soit à sa place à l'arrivée des hôtes ou de leurs invités. Le service du dîner exigeait une grande précision. Le serveur devait disposer les couverts et verser le vin à la température idéale, le tout sans que personne ne remarque sa présence. Le travail de ces domestiques, pourtant essentiel à l'opulence des fêtes et des réceptions, restait invisible, comme si leur service et leur dévouement n'étaient pas une fin en soi, mais visaient uniquement à garantir à la haute société un luxe absolu. Cependant, cette vie invisible n'était pas sans difficulté. La plupart des domestiques vivaient dans des conditions déplorables. Les étages supérieurs des demeures, où les nobles et leurs familles menaient une vie luxueuse, étaient en grande partie inaccessibles aux employés qui dormaient dans de petites pièces sombres aux derniers étages ou dans des sous-sols mal ventilés. Leur longue journée commençait tôt le matin et se terminait tard le soir, surtout les jours d'événements importants où la maison devait répondre aux attentes des hôtes et de leurs invités. Les journées de travail de 14 à 16 heures étaient courantes et le repos était rare. Un seul jour de congé par mois était la norme, laissant peu de temps aux domestiques pour profiter de leur propre vie. Malgré les conditions difficiles, les domestiques gardèrent le silence, conscients de leur position subalterne dans la société. La structure hiérarchique au sein du personnel domestique était aussi rigide que celle qui existait dans l'aristocratie. On attendait des employés non seulement qu'ils soient efficaces, mais aussi obéissants et discrets. La notion d'intimité leur était étrangère. Aucune place n'était accordée aux erreurs ni aux instants de repos. Invisibles, presque intégrés au mobilier, leur existence se réduisait à une série de tâches destinées à garantir le maintien ininterrompu du luxe. À mesure que la richesse des magnats de l'industrie s'accroissait, le nombre de domestiques augmentait, tout comme les tensions sociales. L'industrialisation, qui avait enrichi les plus puissants, avait également engendré un mécontentement grandissant au sein des classes laborieuses. Les conditions de vie déplorables et l'exploitation du travail qui caractérisait l'existence des domestiques commencèrent à susciter une prise de conscience croissante de leur sort. Tandis que les élites vivaient dans des demeures luxueuses, le fossé entre les classes sociales se creusait à un rythme alarmant. Ce mécontentement a fini par jeter les bases des premiers mouvements ouvriers, lorsque les travailleurs de divers secteurs ont commencé à réclamer de meilleures conditions de travail et des salaires plus justes. Les grèves ouvrières, touchant les usines, les chemins de fer et le personnel de maison, ont commencé à ébranler la stabilité des familles aisées. Les domestiques, quant à eux, commençaient à comprendre que, sans eux, le luxe des familles les plus puissantes était tout simplement impossible. Malgré les difficultés, de nombreux domestiques passèrent leur vie dans les demeures, espérant qu'un jour leurs enfants échapperaient à l'oppression du travail. Certains tentèrent même de s'organiser clandestinement pour améliorer leurs conditions de vie, mais le système était conçu pour les maintenir isolés et démunis.
Pourtant, cette armée de domestiques joua un rôle crucial dans la perpétuation du mode de vie de l'élite. Leur labeur incessant et leurs sacrifices quotidiens restèrent invisibles, mais sans eux, la splendeur de l'âge d'or n'aurait jamais été possible. Alors que les magnats de l'industrie de l'âge d'or dominaient les sphères économiques et politiques américaines, leurs aspirations dépassaient largement la simple accumulation de richesses et de pouvoir. Dans une nation née des idéaux de liberté et de démocratie, les anciennes classes sociales européennes, avec leur lignée noble et leur raffinement culturel, représentaient ce que les nouveaux riches désiraient ardemment, la légitimité. Et dans leur quête de reconnaissance, les millionnaires new-yorkais trouvèrent une réponse dans l'art. S'ils ne pouvaient hériter de sang noble, ils pouvaient en acheter l'apparence. C'est ainsi que naquit l'une des plus grandes collections d'art privées au monde, reflétant non seulement l'immense fortune de ses propriétaires, mais aussi leur soif de statut et de culture. L'art européen devint la pierre angulaire de ce nouveau système de légitimation sociale. Les collectionneurs américains, parmi lesquels J.P. Morgan, Henry Clay Frick et Andrew Carnegie lui-même, voyaient dans les œuvres d'art anciennes et les objets de luxe le moyen idéal de s'attirer le respect de la vieille aristocratie européenne. Ces millionnaires achetaient avec une voracité quasi insatiable ce que les Européens considéraient comme leurs trésors nationaux. Des peintures de la Renaissance aux sculptures classiques, du mobilier français du XVIIIe siècle aux tapisseries médiévales, tout intégra le répertoire d'une élite qui, malgré sa richesse, ne pouvait être considérée comme une véritable noblesse. J.P. Morgan, l'un des banquiers les plus puissants de son époque, fut un pionnier en la matière. Non seulement Morgan possédait une fortune colossale, mais il avait également acquis l'une des collections d'art européens les plus impressionnantes d'Amérique. Des œuvres de Rembrandt, Van Gogh et Turner, ainsi que des manuscrits médiévaux et des sculptures classiques, ornaient les murs de sa demeure. Cependant, son intérêt pour l'art ne se limitait pas à une simple appréciation esthétique. Morgan était déterminé à se positionner comme un homme cultivé et raffiné. L'acquisition de ces pièces fit de lui non seulement le propriétaire de trésors, mais aussi un mécène de la culture européenne, créant ainsi l'image d'un homme qui, à l'instar des aristocrates européens, comprenait la valeur de ses œuvres façonnées au fil des siècles. Henry Clay Frick, quant à lui, poussa cette impulsion encore plus loin, créant un musée privé au sein de son hôtel particulier de la 5e avenue où il exposait sa collection personnelle. Frick, qui avait fait fortune dans la sidérurgie, acquit quelques-unes des œuvres les plus remarquables de la peinture européenne, notamment des pièces de maître telles que Vermeer et El Greco. Sa collection impressionnait non seulement par la valeur des œuvres, mais aussi par son organisation. Frick conçut sa demeure spécifiquement pour mettre en valeur ses acquisitions à la manière des salons des palais européens. La maison elle-même était une œuvre d'art et sa mission était claire, montrer à New York et au monde entier que lui, un homme né dans la pauvreté, s'était pleinement intégré à la tradition culturelle européenne. Mais leur rapport à l'art dépassait le simple achat de tableaux. Pour nombre de ces magnats, l'art européen incarnait le raffinement et la pérennité, qualité qui leur conférait ce que leur fortune ne pouvait leur apporter, la légitimité. À une époque où la richesse nouvelle était souvent perçue comme vulgaire, posséder une vaste collection d'art européen était une façon d'incarner le patrimoine culturel que l'ancienne aristocratie détenait de droit. Cette fascination pour l'art ne se limitait pas à l'acquisition de biens matériels précieux, mais visait également à forger un lien symbolique avec la noblesse européenne. Cependant, cette accumulation d'œuvres d'art suscita des sentiments mitigés. Tandis que les Américains fortunés remplissaient leurs demeures de trésors européens, nombreux étaient ceux qui, sur le vieux continent, observaient la situation avec un mélange d'envie et de perplexité. En Europe, l'art avait été pendant des siècles un symbole de pouvoir et de statut social, mais désormais, d'une manière ou d'une autre, ce pouvoir était transféré outre-Atlantique. Les Américains, perçus à bien des égards comme une nation nouvelle sans tradition, commençaient à s'ériger en nouveaux gardiens de l'histoire et de la culture européenne. Pour certains, ce transfert d'art était considéré comme une usurpation, une manière pour les Américains nouvellement enrichis de s'approprier ce qui appartenait légitimement aux anciennes aristocraties. La constitution de ces collections colossales fut également marquée par la convergence de l'art et du commerce.
Les collectionneurs américains n'ont pas seulement acquis des œuvres d'art, mais ont aussi contribué à la création d'un marché international. Des maisons de vente aux enchères comme Sotheby's et Christie's ont vu des collections privées européennes vendues à des prix exorbitants à de riches Américains. Des marchands d'art, tels que le Britannique Joseph Duvin, se sont spécialisés dans la vente de chefs-d'œuvre à ces mêmes Américains fortunés, les aidant à transformer leur demeure en galerie d'art de renommée mondiale. Cette commercialisation de l'art, souvent motivée par des visées purement spéculatives, témoigne de la manière dont l'art est devenu un symbole de pouvoir économique et social. Mais l'essor de ces collections s'accompagna également de critiques. Nombreux furent ceux qui observèrent avec dédain la réduction de l'art, expression culturelle originelle des générations passées, à l'état de marchandise. De plus, le fait que les plus fortunés acquièrent des œuvres d'art sans en comprendre véritablement le sens suscita les critiques d'intellectuels et d'artistes qui estimèrent que l'appréciation authentique était supplantée par l'étalage ostentatoire de possession. Les Américains, en un sens, achetaient une identité culturelle sans l'avoir acquise au fil de siècles de tradition. Ce qui était clair, en revanche, c'était que les magnats de l'âge d'or jetaient les bases d'un nouveau type de mécénat. À mesure que l'art européen traversait l'Atlantique, une nouvelle forme de richesse, distincte de la noblesse traditionnelle, s'imposait au cœur de la culture et du pouvoir mondiaux. Au début du XXe siècle, l'âge d'or américain, avec son opulence et son luxe fastueux, commença à se fissurer. Tandis que l'élite industrielle et financière américaine connaissait une ascension fulgurante, le reste du pays vivait dans une réalité bien différente. Inégalité, exploitation du travail et corruption politique planaient comme une ombre sur la nation. Dans ce contexte, un groupe de journalistes, d'écrivains et de militants émergea, les Muckrakers, qui jouèrent un rôle crucial dans la transformation de la société américaine en révélant les injustices dissimulées au sein des structures du pouvoir. Le terme « muckraker » a été forgé par Theodore Roosevelt, président réformateur convaincu, pour désigner ces hommes qui, tels des ramoneurs nettoyant les cheminées, révélaient les secrets les plus obscurs de la nation. Bien que Roosevelt l'ait employé de manière péjorative, les muckrakers s'en sont emparés avec fierté, considérant leur travail comme un moyen d'éveiller les consciences sur les abus longtemps ignorés ou dissimulés par les puissants. Les prémices de cette ère de journalistes courageux remontent à la fin du XIXe siècle, mais c'est sous la présidence de Roosevelt que les journalistes d'investigation atteignirent leur apogée. Ces journalistes ne se contentaient pas de relater les problèmes de la société. Leur objectif était de démanteler le système qui les engendrait. Leurs enquêtes et leurs écrits mirent au jour la corruption au sein du système politique et économique, confrontant de front l'élite et les puissants intérêts qui contrôlèrent le pays. L'un des premiers et des plus influents journalistes d'investigation était Upton Sinclair. Son livre « La jungle » 1906 devint un phénomène littéraire et politique. Le récit de Sinclair sur les conditions de travail et d'hygiène déplorables dans les abattoirs de Chicago révéla non seulement les atrocités subies par les travailleurs immigrés, mais aussi le manque de réglementation dans l'industrie agroalimentaire. La jungle choqua le public et provoqua une réaction gouvernementale immédiate qui aboutit à l'adoption de lois fédérales sur l'inspection des aliments et à la création de la Food and Drug Administration, FDA. À l'instar de nombreux journalistes d'investigation, Sinclair utilisa le journalisme non seulement comme un outil pour dénoncer l'injustice, mais aussi comme un moyen de faire pression sur la classe politique afin qu'elle agisse. Une autre figure clé de ce mouvement était Ida Tarbell, qui a révélé les pratiques monopolistiques de John D. Rockefeller et sa société, Standard Oil. À travers une série d'articles publiés dans le magazine McClure à partir de 1902, Tarbell a minutieusement enquêté sur les tactiques de Rockefeller visant à écraser la concurrence et à manipuler les prix du pétrole. Sa série d'articles, qui a donné naissance au livre L'histoire de Standard Oil, a mis au jour la cupidité et la corruption qui gangrenaient l'empire Rockefeller et a joué un rôle déterminant dans l'élaboration des lois antitrust qui ont amorcé le démantèlement des grands monopoles industriels. Grâce à sa méthode rigoureuse et méticuleuse, Tarbell s'est imposée comme l'une des premières femmes à exercer une influence significative dans le journalisme d'investigation. Lincoln Stephen Seal était un autre journaliste d'investigation de renom, dont les enquêtes dans le magazine McClure ont documenté la corruption au sein des administrations locales de villes comme New York, Saint-Louis et d'autres.
Leur série « Temps corrompu » 1904 a révélé comment les chefs politiques contrôlaient les villes par la corruption et la manipulation, instaurant un climat de malhonnêteté qui minait la démocratie. Stephens n'a pas seulement pointé du doigt ces dysfonctionnements, mais a également proposé une approche de réforme plaidant pour une vie politique plus transparente et accessible aux citoyens. Par leur travail, les journalistes d'investigation ont mis en lumière la vulnérabilité des travailleurs, le pouvoir sans limite des monopoles, la corruption politique et les injustices sociales. Outre leurs enquêtes sur des problèmes tels que la contamination alimentaire, les conditions de travail et la corruption gouvernementale, ils ont également dénoncé les violences subies par les femmes et les minorités. Cette époque a vu une renaissance du journalisme d'investigation qui, non seulement a révélé les malversations, mais a aussi impulsé des réformes législatives visant à limiter les excès du capitalisme et de l'autoritarisme. Bien que les journalistes d'investigation aient remporté de grandes victoires, leur travail n'était ni facile ni universellement bien accueilli. La réaction des grandes entreprises et de l'élite politique fut immédiate. Les magnats de l'industrie, tels que les propriétaires d'abattoirs et de compagnies ferroviaires, usèrent de tout leur pouvoir pour discréditer les journalistes qui osaient révéler leurs secrets. Dans certains cas, les journalistes d'investigation furent accusés de partialité ou de motivation personnelle, et leurs articles furent qualifiés de sensationnalistes. Malgré ces attaques, l'influence de ces journalistes était indéniable. Le travail des journalistes d'investigation a contribué à inspirer une série de réformes sociales et politiques dans ce qui est devenu la révolution de la dénonciation. Mouvement progressiste, sous les présidences de Theodore Roosevelt, puis de Woodrow Wilson, des lois furent mises en œuvre pour réglementer les pratiques commerciales, protéger les droits des travailleurs et promouvoir la justice sociale. Parmi les réalisations du mouvement progressiste figure la loi sur l'inspection des viandes de 1906, la loi sur la pureté des aliments et des médicaments, la loi sur le travail des enfants et les lois antitrust, toutes inspirées par les révélations des journalistes d'investigation. Malgré ces progrès, le travail des journalistes d'investigation n'était pas sans difficulté. Leurs efforts, bien qu'efficaces dans de nombreux domaines, ont également contribué à une méfiance croissante envers le pouvoir en place. Pendant des années, les magnats de l'industrie, les politiciens corrompus et les magnats des médias ont lutté pour maintenir leur influence, tandis que les journalistes d'investigation, armés de leurs plumes et de leur détermination sans faille, ont continué à défier ces structures de pouvoir. L'impact des journalistes d'investigation fut profond, mais leur héritage est double. D'une part, ils ont mis au jour des injustices et contribué à une nouvelle ère de réforme sociale. D'autre part, ils ont démontré que le pouvoir des médias, entre les mains de ceux qui sont prêts à enquêter et à révéler la vérité, pouvait changer le cours de l'histoire d'une nation. Ces journalistes se sont battus non seulement pour la vérité, mais aussi pour un système plus juste, un système où l'information et la transparence seraient des armes pour tous, et non pour une poignée de privilégiés. Durant toute la période de l'âge d'or américain, les tensions entre l'élite industrielle et les classes ouvrières s'accentuèrent. Tandis que les magnats amassaient des fortunes colossales, un petit groupe de journalistes influents, les muckrakers, se souleva pour contester l'ordre établi. Avec courage et détermination, ils dénoncèrent les injustices les plus criantes de la société américaine, de la corruption politique aux conditions de travail inhumaines dans les usines, en passant par les abus de pouvoir au sein des grandes entreprises. Leurs efforts ont non seulement transformé la perception du pouvoir et de la richesse dans le pays, mais ont aussi contribué aux réformes sociales et économiques qui ont marqué le XXe siècle. Ces journalistes courageux n'écrivaient pas seulement pour informer, mais pour transformer, pour que l'ombre des abus ne plane plus sur la société. Malgré les difficultés et les obstacles considérables qu'ils ont dû surmonter, ils sont parvenus à dénoncer la corruption et à jeter les bases d'un avenir plus juste. Aujourd'hui, leur héritage nous rappelle l'importance de la vérité, de la justice et de la responsabilité de remettre en question le pouvoir, aussi grand soit-il. Et, dans un monde où les inégalités persistent, le travail des journalistes d'investigation nous enseigne que nous ne devons jamais cesser de lutter pour ce qui est juste. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante et souhaitez en savoir plus sur les événements qui ont façonné l'histoire américaine et sur la manière dont leur héritage continue d'influencer notre présent,
N'oubliez pas d'abonner à notre chaîne. Ne manquez pas les prochains épisodes où nous explorerons d'autres chapitres de cette histoire fascinante. Activez les notifications pour rester informés, de toute notre actualité. Merci de nous avoir suivis, à bientôt dans la prochaine vidéo.